Nous sommes maintenant avec Monsieur Sylvain Robitaille, qui est propriétaire de la microbrasserie Saint-Arnould à Mont-Tremblant. Monsieur Robitaille, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, bonjour. Excellent. Je Justement, veux justement la fin de Pardon? semaine, une belle petite image juste avant Exactement. la fin de semaine. Exactement. Le ski va être super agréable avec les 5 ou 10 centimètres qui sont tombés aujourd'hui, là. Je voulais d'abord commencer en vous demandant, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de la microbrasserie? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez fondée que vous mentionniez. Non, ça fait presque 10 ans, ça va faire 10 ans au mois de juin. Parfait. Et j'aimerais tout de suite rentrer dans les détails de la gestion d'une microbrasserie parce que les statistiques en disent long. Il y en a de plus en plus au Québec, mais les microbrasseries qui survivent sont de plus en plus rares également. Donc, c'est quoi les défis de gérer une entreprise de la sorte, s'il vous plaît? Ben, comme toute entreprise au Québec, c'est sûr que la gestion, la rareté du personnel. Dans notre cas, on est chanceux qu'on a réussi à attirer de très bons employés, qu'on a réussi à avoir au niveau du service, la cuisine, la brasserie. Franchement, on est choyés. On a de très bons employés, donc ça reste quand même, c'est quelque chose qu'on doit regarder continuellement. C'est clair aussi que l'espace tablette est très important. Beaucoup de microbrasseries se sont lancées. C'est un beau métier, c'est un beau produit, c'est attractif. Les épiceries font de bonnes marges, ils en mettent beaucoup sur les tablettes. Très coloré, c'est très beau. C'est sûr que se démarquer devient difficile. C'est Euh, exactement ça parce que c'est ça parce que les mentors ou les gens qui accompagnent les entrepreneurs, une des premières questions qu'ils vont poser, c'est que faites-vous de différent des autres personnes dans votre secteur? Et c'est ça la clé, n'est-ce pas? ouais, il y a plusieurs choses qu'on fait. Premièrement, on est une microbrasserie, on a la chance d'être une des plus vieilles au Québec. Alors quand on a commencé, ça commençait à peine les microbrasseries, il y a comme 27, 28 ans. Alors, on a une bonne notoriété un peu partout au Québec. Depuis plusieurs années aussi, on a travaillé beaucoup la qualité, puis on a des très beaux produits. On a travaillé notre brand qui est magnifique. On a travaillé avec des partenariats aussi avec le groupe de musique Caïn, qui est très connu au Québec. Alors, on a amené un beau produit avec une qualité de bière qui est très constante, qui est avec des recettes qui ont été éprouvées. Alors on est devenu une valeur sûre, si on veut. Il y a un autre côté aussi qui est intéressant pour Saint-Arnould, c'est qu'on est un très beau produit régional dans la région. Alors, il est très en demande dans les restaurants de la région qui veulent offrir un produit local de qualité. Alors, pour nous, c'est un avantage. Et un dernier petit avantage qu'on a aussi, c'est qu'on investit beaucoup dans nos capacités de production. On Mhm. a encore d'autres investissements de capacité de production qui s'en viennent, mais notre capacité de production puis la qualité, disons, de notre équipe de brassage nous permet d'avoir une régularité. Alors, les gens qui vendent nos produits savent qu'ils vont avoir les produits qu'ils commandent. On a pratiquement, malgré qu'on a peut-être une quinzaine de sortes de bières, on n'a presque jamais de back order. Fait qu'on on a un niveau de service qui est plus élevé que la moyenne. Mhm. Aussi, notre temps pour distribuer le produit, surtout en région, est excellent. On parle d'une coupe de jours. Alors, franchement, c'est la combinaison. Dans notre cas, on continue d'avoir une très belle progression. En 2022, ça a été notre meilleure année, malgré qu'on a été quand même touché par la pandémie. Ça a été notre meilleure année en existence. Donc, on continue d'avoir de Mhm. très bons résultats. On a de plus en plus de demandes de partenariat avec d'autres compagnies. Alors, je dirais, c'est ça, c'est une combinaison d'une valeur sûre, d'un produit de qualité, puis d'un bon niveau de service. C'est ça qui est délicat. Vous avez mentionné progresser. Donc, l'entreprise doit croître, elle doit augmenter la production, mais tout de même conserver la qualité du produit. Puis c'est ça qui est délicat, c'est cet équilibre, c'est cette balance qu'il faut trouver, n'est-ce pas? Parce que surtout dans votre industrie, tu sais, c'est pas pour rien que dans les vins spiritueux, on dit que c'est les small batches qui sont les meilleurs. Donc, c'est les produits qui sont faits en petite quantité sur lesquels on peut se concentrer sur chaque tonneau, sur chaque batch, qui font les meilleurs produits. Donc, plus vous grandissez, plus ça doit devenir difficile de faire ça. Pas réellement. OK? Je me suis trompé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, on ne change pas. Tous nos batchs, nos brasses, nos brassins sont Mhm. du même volume. Euh, et ce qui arrive, c'est qu'on a investi dans les équipements de qualité. Je vais vous donner un exemple. On a un système de qualité, un système
d'encanage qui est très performant, qui est de très bonne qualité. C'est un système nord-américain qui s'appelle Wild Goose. Et ce système-là, euh, c'est extrêmement fiable. On a le système depuis maintenant 3 ans. Puis c'est un système qui est extrêmement fiable. Alors, quand on a un système et des équipements qui sont fiables, pendant qu'on fait de la production, ça nous permet, au lieu d'essayer, comme quand on faisait de la bouteille dans le passé, c'était tout le temps assez difficile, mais en faisant de la canette, puis avec des bons équipements de qualité, quand on utilise les équipements, qu'on fait la production, on n'a pas besoin de focuser sur être capable de produire parce que le Mhm. système fonctionne très bien, toujours de qualité de la même façon. Alors, on peut se permettre de travailler au niveau de la qualité. On a toute notre attention va à certaines choses de qualité. Les niveaux dans la canette, l'impression sur la canette, on peut faire ces choses-là. Tandis que quand on a des équipements de moins bonne qualité, euh, disons, quand on faisait de la bouteille dans le passé, on le voyait beaucoup. Juste faire la bouteille, il y avait des bris d'équipement continuels. Alors, notre focus n'était pas sur la qualité. Parce que maintenant, on a un focus sur la qualité. Il n'y a aucun. Je dirais aussi, on n'est pas dans une situation où on est en sur overcapacité, là. Mhm. Au-dessus de nos capacités. On a de nouveaux fermenteurs qui s'en viennent. On continue d'améliorer la capacité. Fait qu'on a de la place pour brasser. Donc, il y a vraiment aucun compromis. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on a le volume maintenant pour avoir deux très bons brasseurs. Alors, le fait d'avoir deux très bons brasseurs nous permet d'aller chercher encore plus de capacité, tandis sans aucun compromis. Mhm. Où se trouve la ligne entre une bière qui est facilement buvable et consommable et agréable à tous les jours et à travers de l'autre côté de cette ligne-là, ça devient une bière un petit peu trop corsée, un petit peu trop difficile à boire, un petit peu trop épicée, parce que les microbrasseurs, moi, je les vois tous comme des alchimistes dans un sous-sol avec des recettes puis des ingrédients, et c'est d'une certaine façon des artistes qui veulent essayer tout plein de choses, mais le consommateur de bière moyen comme moi n'aime pas quelque chose de trop compliqué, donc c'est de trouver cet équilibre-là également qui est difficile. C'est vrai, et chaque microbrasserie doit trouver son créneau. Nous, notre créneau, depuis longtemps, on a choisi chez Saint-Arnoul depuis longtemps d'avoir des bières passe-partout, des bières Mhm. qui ne sont pas des bières qui vont pas dans des exagérations, qui vont trop, qui s'éloignent trop. Euh, alors, et le fait qu'on a des recettes qui sont déjà assez éprouvées depuis longtemps, on les a tunées pour arriver à des bières qui sont grand public. On ne va Mhm. pas dans les extrêmes, on va pas dans les extrêmes avec des aromates qui sont Ouais, pas c'est ça. plaisants. On fait attention. Quand on fait l'équilibre, c'est le grand mot. D'ailleurs, il y a une couple d'années, le magazine Bière et Plaisir, qui est comme le journal d'un des plus grands connaisseurs de bière au Québec, qui est Philippe Hooters, et eux ont testé une de nos bières au café, puis ils avaient trouvé que c'était la plus équilibrée. Alors, on a fait beaucoup de tests Mhm. pour trouver la bonne quantité de café. Ceci étant dit, ça peut arriver à des moments donnés qu'on a été dans certaines nouvelles recettes, puis on est passé un peu tout droit. En général, on sait à peu près où on va aller quand on fait une nouvelle bière. C'est déjà arrivé qu'on a fait un brassin, puis on le trouvait peut-être. Il y a quelques années, on a fait une blanche quand on est en 2016, qui était un peu trop pointue, beaucoup trop, le coriandre était trop prononcé. Ça peut arriver. Alors, on l'avait pas appelé la blanche des anges, parce qu'elle était, OK. elle était moins angélique. Alors, on l'appelait la blanche coriandre. Puis, C'est est-ce ça. que en avez-vous vendu beaucoup ou est-ce que en avez-vous produit suffisamment pour en vendre ou non? On l'a tout vendu, mais disait les gens, c'est pas la blanche des anges, c'est la blanche coriandre. Puis les gens qui aimaient beaucoup la coriandre l'ont adoré. Mais Mhm. c'est pas dans notre mais c'était pas dans notre créneau à nous de rester. Ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir une bière, ben la Rivière Rouge est une bière très goûteuse. Et là, c'était le contraire, c'est qu'elle n'était pas assez goûteuse. Alors, on avait fait un 4000 litres et on l'a complètement scrappé. On l'a totalement et on a attendu un OK. mois de temps pour en refaire d'autres parce que c'était pas dans notre créneau. Puis une bière comme la OK. Rivière Rouge, qui est un de nos modèles, une de nos bières signature, ben on peut pas se permettre de changer le goût. Alors on l'a tassé, on a pris d'autres bières, on a engagé acheté les bières de certains de nos collègues microbrasseurs,
puis on l'a ramené par après. Alors, c'est possible, ça peut arriver, mais comme chez nous, on a la chance d'avoir assez d'expérience, même quand on fait une nouvelle bière, on sait comment faire pour pas aller trop loin, pour pas arriver à quelque chose qui est trop pointu pour Mhm. la majorité des gens. Il y a une autre chose qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a acheté un petit système test aussi. Ce qu'on n'avait pas avant, c'est que depuis quelques mois, on a un système pour tester les bières. Fait qu'on peut faire des Mhm. tests, au lieu de faire un 1000 ou un 2000 litres, on va sortir 50 litres. Alors, on fait des tests. Alors, on a sorti cet hiver une bière de Noël. On a sorti, maintenant, les brasseurs font des bières que les jeunes aiment beaucoup. Ils sont en train de trouver la bonne recette. Et les jeunes aiment beaucoup les sour. Alors, on travaille sur des concepts de sour pour l'été Mhm. prochain. Euh, on a sorti une cervoise aussi à l'automne. Alors, on peut, avec le petit système, faire des tests, aller plus loin, pousser. C'est ça. Vous pouvez vous permettre de plus expérimenter sans avoir crainte de scraper 2000 litres, comme vous avez dit. C'est ça, ça Ben, permet d'être un petit peu plus prudent avec les quantités, là. c'est ça. Puis il y a toujours une clientèle qui vient au restaurant, au resto pub, puis qui peut essayer ces bières-là. Mais J'aimerais, c'est ça, vous avez un resto pub, puis j'aimerais aborder ce sujet-là, mais d'abord, j'aimerais vous poser une autre petite question sur la production de bière. Avez-vous le contrôle de qualité sur toutes les étapes de la création d'une bière, dans le sens que les meilleurs cuisiniers, les meilleurs chefs, les meilleurs distilleurs, les meilleurs brasseurs ont le contrôle de tous les ingrédients qu'ils utilisent. Donc, ils vont faire pousser, tu sais, les gens qui font le meilleur bourbon au Kentucky font pousser leur propre malt, orge, blé, céréales, tous les ingrédients qu'ils utilisent. Ici au Québec, avec les hivers froids, puis la température qui est peut-être pas tout à fait parfaite pour ouais. faire pousser ces choses-là, est-ce que vous avez le contrôle sur tout ça, ou au même titre que les meilleurs distilleurs puis les meilleurs chefs au monde qui font pousser tous leurs ingrédients? Pas tout à fait, dans le sens OK. que le malterie, c'est un autre métier. Alors, on ne fait pas le C'est ça. maltage de nos grains. C'est un autre métier et c'est une autre expertise. Ça prend, les microbrasseries ne font jamais leur propre malt. Cependant, on a quelque chose pour s'assurer de la fraîcheur de nos maltes. C'est que, au lieu de stocker des maltes, qu'est-ce qu'on a commencé à faire il y a quelques années? C'est quand on fait notre planification sur quelques semaines, on fait une planification tous les 3 semaines, et tous nos brassins, on commande strictement les maltes pour les brassins à venir. Alors, on a toujours des maltes qui sont frais, qui ont été fraîchement faites, et on travaille avec les meilleures malteries aussi. On travaille avec des gens aussi qui peuvent nous fournir des houblons de très bonne qualité. Par contre, une chose qu'on fait beaucoup maintenant, on a la capacité maintenant d'analyser l'eau, travailler l'eau et même faire Mm. des ajustements de l'eau. On a à l'interne assez d'expertise pour être capable d'évaluer notre eau, puis dépendamment du type de bière, faire des ajustements à l'eau avec l'eau. Alors, on est capable d'aller à un niveau de qualité qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Abordons un petit peu le sujet de votre pub, resto, microbrasserie. Qu'est-ce qui vient d'abord lorsque vous voulez agencer une bière avec un repas? Est-ce que vous goûtez à une bière puis vous dites, ah, me semble que telle chose irait bien avec cette bière-là? Ou est-ce que vous avez un repas puis vous dites, ah, me semble que cette IPA de l'Ouest ou cette double IPA lager irait bien avec ça? C'est dans quel ordre est-ce que vous faites le processus? Ouais. Honnêtement, moi, je vais par goût personnel. La bière, ce que je dis souvent, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de faut que ça reste simple et je cherche le bon mot, mais euh, faut que ça reste. C'est une expérience joyeuse, c'est une expérience de fun, puis on se casse pas trop la tête. Je dirais quand quelqu'un va manger, par contre, quelque chose qui va être quelque chose qui va être un peu plus relevé, et je vais dire, ben, peut-être aller avec une rivière rouge, une bière qui est très goûteuse, qui peut aller avec à peu Mhm. près à peu près n'importe quoi. Si quelqu'un, ou si à l'occasion, j'ai des gens qui veulent un dessert spécial chocolaté, mais là, à ce moment-là, ça peut être le fun de prendre un, un, un stout. On a un excellent stout en ce moment. Bon, on en a plusieurs, mais il nous reste encore un petit peu de cuvée des pionniers, une bière vieillie en barrique. Euh, Ça, avec un petit dessert chocolaté, c'est magnifique. Alors, il y a quelques petites combinaisons qu'on fait à l'occasion, mais ça reste la bière, c'est c'est sans façon. Moi, je dis tant aux gens, contrairement au vin, où il y a des côtés un peu plus
on se prend un peu plus au sérieux, la bière, Ouais, mais c'est ça. Et on va goûter le merisier ou la cerise ou la terre. Non, non, non. puis mais je trouve de toute façon une bonne IPA avant le repas ou avant même un verre de vin, il n'y a rien de mieux que ça, une bonne petite intrigue, une intrigante, quelqu'un qui va aller dans un peu plus punché. J'aimerais, parce que vous avez dit une IPA, d'accord? Et je suis rentré dans une microbrasserie une microbrasserie, pardon, un magasin spécialisé en bière de microbrasserie à Montréal il y a une couple de semaines. Et j'ai dit à la personne qui était là pour aider les clients, ah, j'aimerais ça une rousse, s'il vous plaît. Et la personne m'a regardé croche et je lui ai demandé, est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Puis il dit, oui, ça s'appelle pas des blondes ou des rousses ou des brunes. Il dit, ça, c'est les appellations que Boréal a données back in the days. Et donc, il dit qu'il faut les appeler par c'est Lager Ale IPA. Donc, c'est pas la couleur, les appellations officielles. C'est. Moi, non, ça vous dit rien? Non, vous faites juste appeler ça blonde, C'est brune, peu parce que importe. il y a plusieurs façons de catégoriser les bières. OK. Puis c'est pas Boréal qui a inventé le terme une rousse, puis qui a inventé une blanche, puis inventé. OK. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de gens qui se prétendent experts en bière. Mais les catégories de bière, puis les appellations de bière, euh, tu sais, il y a plusieurs façons de regarder ça. C'est clair que des fois, on catégorise les bières par la couleur, des fois par les ingrédients, des fois par le type de levure. Les bières, c'est qu'il n'y a pas un vin, on va le catégoriser, c'est un rouge, puis après ça, on va parler du cépage, on parle de la couleur, on parle Les bières, des fois, c'est par couleur. Fait que, honnêtement, il y a des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux maintenant, peut-être. Euh, ça, moi, je dis, il y a tout le temps une rousse. Puis c'est drôle parce que tu parles de la rousse, mais notre rousse est vraiment excellente et très goûteuse. Puis souvent, on dit souvent aux gens, euh, dans un festival, tu goûtes une très bonne rousse. Puis souvent, c'est un concept de bière qui est un peu snobé ou par d'autres microbrasseries qui vont aimer mieux aller dans des concepts plus dans l'air du temps. Mais une bonne rousse, là, pour nous, là, Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. c'est excellent quand tu as une très bonne rousse bien débalancée avec un bon petit côté caramel bien équilibré, petit côté d'orge grillé bien placé. C'est un concept. Alors moi, ça me fait plaisir quand j'entends ça, les gens qui disent ça, parce que moi, j'en fais une excellente rousse. Puis, puis venez à mon pub, puis vous allez en goûter une très bonne rousse, c'est très bon. Alors, c'est ça. Moi, quand j'ai fait mon cours de bière, j'étais à ce moment-là, je vivais en Europe, puis j'ai fait un cours avec monsieur mon professeur de bière, c'était un brasseur qui avait travaillé beaucoup pour des grandes brasseries. Il a travaillé beaucoup pour les micro-brasseries. C'était à Mhm. l'Institut français bière et malterie. Et lui, il disait, comme entre autres, les gens là-bas, il y avait des débats sur une double, une triple, une quadruple. Puis lui, il disait, ces catégories-là, ça n'existe pas. Dépendant de chaque pays, ils ont donné une certaine appellation différente. Alors, dépendamment d'où on est dans le monde, quand on parle d'une double belge, quand on parle d'une triple, ici au Uh-huh. Québec, on a un certain standard qui est assez, qui fait du sens. Mais, en tout cas, les appellations de la bière, là, disons que c'est un peu du n'importe quoi. J'ai déjà essayé de catégoriser quand je forme mes employés. Puis écoute, on leur dit, regarde, OK, il y a des couleurs, mais il y a des par levure, il y a par Mhm. tu sais, puis Je vais vous poser une question difficile, puis vous allez faire attention, vous allez devoir faire attention à votre réponse parce que vous m'avez mentionné que vous avez pris votre cours de brasserie en Europe. Et donc, mettez de côté votre allégeance pour la personne qui vous a donné ce cours-là, qui vous a montré tout ce que vous savez. Quel pays en Europe fait la meilleure bière? les Belges, sans Ah, aucun pour compromis. vrai? C'est sûr, Ouais? c'est sûr. C'est que moi, écoute, moi j'ai commencé à boire des bonnes boires, excuse-moi, j'ai commencé à boire des bonnes bières quand j'ai travaillé 3 ans en Allemagne. On a commencé à boire de très bonnes bières allemandes. Puis les Allemands boivent beaucoup de bières, puis Mhm. adorent les bières, mais les Allemands, eux, ils ont la loi de la pureté que vous avez déjà entendue. Fait Oh. qu'eux ne peuvent pas utiliser. La loi de pureté de la bière, c'est une loi qui a comme 500 ans en Allemagne, qui définit comment une bière doit être brassée. Et ça dit il peut seulement y avoir du houblon, des mâles, puis je suis pas un expert du tout là, dans la loi de la pureté OK. là-bas, mais Donc, ça c'est de limite les l'eau, saveurs, puis ça limite, OK, c'est limitatif. beaucoup. Fait qu'ils vont, les Allemands font des bières de qualité, mais c'est tout le temps un effet Weizen, une Weizen, c'est des bières blanches, mais de Mhm. type allemand.
Alors que les Belges, eux, ça a été dans l'expérimentation depuis longtemps, avec des bières, avec toutes sortes de... Ils ont acheté plein de différentes aromatiques depuis longtemps, fait qu'ils ont été beaucoup plus créatifs. Alors, c'est sûr qu'au Québec, notre tradition, il y a une tradition anglaise. C'est sûr que les IPA, c'est des traditions plus qui viennent de l'Angleterre. Mais pour beaucoup de microbrasseries, il y a une microbrasserie au Québec, Vauden, je crois, qui est dédiée aux bières allemandes, mais la plupart des microbrasseries au Québec, les traditions viennent plus de la Belgique et de l'Angleterre, bien entendu. Oui, Puis ça, les gens l'Angleterre, qui c'est des lancent bières plus foncées, c'est ça, je pense? beaucoup de bières foncées, mais aussi les PA, c'est des concepts qui OK. viennent de l'Angleterre. Puis contrairement à ce que les gens pensent, des PA, ça a presque 200 ans. Puis je pourrais vous montrer, j'ai ici des bouteilles d'IPA qui ont une centaine d'années, des produits canadiens et des IPA. Alors les gens qui pensent que c'est des nouvelles, parce que depuis 10-15 ans, on en vend beaucoup de très très bonnes, des très bonnes IPA au Mhm. Québec. C'est des concepts, il y a une centaine d'années, les grandes brasseries canadiennes vendaient des IPA, de très bonnes IPA déjà. C'est ça, puis en fait, c'est ce que vous avez dit, parce que vous dites que les bons produits, il y a des bonnes bières qui datent de 100, 150 ans, puis en fait, l'image qu'on a, ou que moi j'ai du moins de l'innovation dans la bière, c'est des hippies qui vont essayer, qui vont porter des trucs en été, qui vont essayer mille et un ingrédients et qui vont être extrêmement snob par rapport à leur bière, mais en fait, moi je pense que la vraie bière, c'est juste le truc le plus simple, c'est une formule, c'est une recette éprouvée par des années d'expérience, facilement buvable. Moi, je vois ça, de même, la bonne bière de microbrasserie. C'est pas nécessaire d'être trop compliqué, là. Non, mais on fait de très bonnes bières. Juste revenir tantôt, tu sais, on parlait des traditions européennes. Quand j'ai suivi mon cours en France, les bières au Québec sont vraiment très bonnes. Puis j'étais surpris dans le cours, tous mes collègues dans le cours étaient tous français, puis connaissaient tous plusieurs de nos bières. Les Ouais. bières de Dieu du ciel, les bières de Trou du diable, il y avait beaucoup de bonnes bières de Unibroue, bien entendu, qui ont été très distribuées en Europe, mais ils connaissaient très bien les bières du Québec. Mais Mhm. tu vois, il y a quelque chose qui est arrivé. Traditionnellement, les Québécois, les Canadiens, on avait de très bonnes bières avec les grandes brasseries jusque dans les années 1975-1980. Ensuite de ça, les Américains sont arrivés avec des concepts de bières It's the Water, puis des bières, les Miller Lite, puis des Coors Light, puis des Mhm. concepts de bières qui ne goûtaient plus la bière. Et avec un grand rapport de marketing, ils ont ils ont tassé un peu les bonnes bières goûteuses canadiennes traditionnelles, puis ont pris tout le marché avec des bières qui goûtent rien. Qui Fait goûte que, l'eau, c'est ça. qui Mhm. goûtent l'eau. La microbrasserie, elle, a recommencé fin des années 80, début des années 90, est arrivée, puis elle a ramené une créativité, puis elle a ramené là, des bières goûteuses canadiennes. On était fiers de nos bières dans l'ancien temps. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les Américains venaient ici, étaient contents de goûter des bières canadiennes parce qu'il y avait du goût, puis c'était des bonnes bières. Puis malheureusement, à force de marketing, on s'est fait un peu tasser par les gros Américains qui ont pris la place. Puis là, les microbrasseries nous ont ramené avec des bonnes bières Mhm. canadiennes, québécoises dont on peut être fier. Parlez, il nous reste pas beaucoup de temps. Parle-moi un petit peu dernière petite question, je vous le jure, puis ensuite je vous laisse aller. Parle-moi un petit peu de l'importance du branding, parce que je vous ai mentionné il y a une couple de semaines, j'étais dans une épicerie spécialisée là-dedans. Et moi, étant un consommateur pas particulièrement instruit là-dessus, j'ai gravité vers les étiquettes les plus colorées. Les canettes de bière, ou qui avaient comme une sirène dessus, ou un chat, une étiquette drôle. Parle-moi donc de l'importance pour une microbrasserie du branding, de l'image de marque. Ben, c'est important. Euh, juste comme ça, quand j'ai acheté la brasserie au début, puis j'ai contribué ça avec les premières bières que j'ai faites, nos bières avaient toutes un look différent. Donc, on avait la Petite Reine du Nord, la Rivière-Rouge, et si on les regardait, on pouvait pas, euh, on savait pas que c'était la même brasserie, on savait pas c'était quelle brasserie. Alors, on voyait, ben, on travaille avec travailler pour vendre une bière comme telle, mais on ne sait pas c'est quelle brasserie derrière. Donc, les gens m'ont souvent dit, mais la Rivière-Rouge, ah, c'est vous qui brassez la Rivière-Rouge. On le savait pas. Ou la Petite Intrigue. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé avec une équipe de professionnels en 2016, je veux dire, pour retravailler notre branding, pour avoir un branding
corporatif. Alors, arriver avec un look corporatif où on reconnaît facilement la marque. Alors, un peu comme BMW fait. Tu sais, Mhm. BMW, ils vont vendre leur branding, c'est BMW, puis tous les autres modèles, en dessous avec des numéros qui rentrent, ils travaillent. Alors, chaque fois qu'on fait une nouvelle bière, si on a si on prend cette approche-là avec un branding qui est solide, corporatif, quand on lance une nouvelle bière, les gens savent déjà à quoi s'attendre. Ils savent s'ils achètent une bière de microbrasserie Saint-Arnould, ils savent déjà que ça va être, ça ça sera pas exagéré avec une amertume mal placée, avec des aromates, Mhm. euh, une acidité trop pointue. Ils savent qu'il va Mhm. être une bière équilibrée. Euh, donc, c'est ça, c'est de ramener un peu tout vers une équité, un branding corporatif que les gens savent associer les qualités des bières. Donc, après ça, on peut aller créer certaines bières à l'intérieur de ce branding-là. Et aussi, les gens nous reconnaissent. Fait que là, quand ils commencent à connaître, c'est un branding qui a du sens sur toute ta gamme de produits. Quand le sens d'un nouveau produit, c'est plus facile. Les gens vont le reconnaître, Mhm. ils vont voir la petite différence, ils vont y aller. Mais c'est clair aussi, les gens sont très visuels, comme faut que ça soit beau, faut que ça soit Coupable. bien, faut que ça soit vraiment beau, visible, coloré. Alors, nous, on a refait un autre branding en 2016 et on était pour le refaire en 2019, le retravailler, l'ajuster. Quand on a regardé les canettes, puis on a pris notre branding, puis on a dit, si on prend ce branding-là, on le ramène sur une canette. C'est un canevas qui est plus gros. Puis, Mhm. on va un peu dans l'air du temps, on regarde les images, mais on n'a pas cherché ce qui est à la mode, un peu les designs minimalistes avec des Ouais, couleurs, avec un code de couleurs. Fait qu'on a ramené un peu ce qu'on avait bien fait en 2016, puis on l'a ajouté avec un peu le côté plus dénudé, minimaliste, le design un peu c'est plus ça. épuré, qui est dans l'air du temps. Et ça fait un très beau branding qu'on a croyait être obligé de tout recommencer notre branding. Puis on l'a à peine retouché, puis ça a très bien été. Dernière question avant qu'on se quitte. Monsieur Robitaille, les bières de microbrasserie Saint-Arnould disponibles où? Partout? Ben, dans, dans Laurentides, au Québec, on a environ 600 points de vente. Dans les Laurentides, pratiquement toutes les épiceries, dépanneurs, à Tremblant, presque tous les restaurants maintenant vendent nos bières. Euh, Maintenant, on vend partout au Québec. On a des distributeurs Brou qui distribuent à la grandeur du Québec. On a un distributeur GL Brissette qui distribue dans la Abitibi et la Nodière. Et nous-mêmes, on distribue en périphérie. Alors, nos bières sont vraiment faciles à trouver, faciles à aimer. Excellent, Monsieur Robitaille. Je vous remercie énormément de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Puis, venez nous voir à la microbrasserie, la meilleure place au monde pour tester nos bières puis voir si c'est vrai qu'elles sont si bonnes. Je vous mets au défi. Excellent. Yes, Merci merci beaucoup. beaucoup, monsieur. Au Bon revoir. après-midi.